On se retrouve pour la deuxième partie de cet échange avec Esther sur le coaching. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu la première partie, le lien il sera en description, alors n'hésitez pas à mettre pause et à aller la regarder si vous le souhaitez. Et sinon, on continue, et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, la prochaine question, elle est assez longue, donc je vais te la lire de façon un peu... Il y a 4 lignes. Très bien. Alors, je vois beaucoup de gens, notamment dans les milieux sceptiques, qui se méfient du coaching, qui en gros perçoivent le coaching comme une façon de prendre aux gens leur argent sans forcément avoir des formations ou des compétences associées, comme si c'était pas un vrai métier. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de leur répondre à ces gens ? Si je suis vraiment totalement honnête, j'ai la flemme de parler avec eux. Voilà, quelqu'un qui m'aborderait comme ça, je dirais... Ouais, il est en mode avec son... Je dirais rien, en fait. Je pense très probablement. Si vraiment j'étais à une table et qu'il y a quelqu'un qui commence à dire ça, bon... Parce que cette conversation, je l'ai eu 1000 fois dans ma vie aussi. Donc, Je me doute. Donc voilà. Moi, je dirais la même chose que, tu vois... c'est une analogie tellement naze, mais... pour moi, dire c'est quoi, genre les coachs volent de l'argent, c'est ça ? Ouais, en gros, ils exploitent la naïveté des gens et... Okay. Moi, je dirais la même chose de quelqu'un. Non, mais attends, il y a vraiment des gens qui achètent... je connais rien en bagnole, mais tu sais, des bagnoles super chères. Des Porsche. 300 000 balles, une bagnole, alors que tu pourrais acheter une maison, mais... Ils se sont fait avoir. Parce que moi, je connais des gens, ils ont acheté une voiture à 10 000 €. Tu vois, genre... Ouais. Je comprends pas. C'est juste un véhicule. Enfin, ils se font avoir, tu vois. Et non, en fait, c'est juste qu'ils achètent pas 4 roues. En fait, ils achètent autre chose. Donc, à partir du moment où il y a une personne qui met de l'argent pour quelque chose, ça veut dire que la valeur perçue les vaut pour elle, quoi. Il y a cette valeur perçue-là. C'est-à-dire que la personne perçoit, je sais pas, mettons un truc qui vaut 10 000 €, un coaching qui vaudrait 10 000 €. La personne, dans son référentiel à elle, ça les vaut, elle les a, elle le paye. La même manière qu'une personne qui achète une Porsche à 300 000 €, je sais pas du tout si ça coûte 300 000 € une Porsche. Je pense dans son référentiel. Une Ferrari, ça doit coûter ça, ouais. Une Ferrari, voilà. Ça coûte 300 000 €. Et dans son référentiel à elle, c'est tout à fait normal et tolérable de dépenser 3 000 € dans une voiture, tu vois. Et c'est tout. Mais ce qu'il y a derrière, c'est ce truc de oh, mon Dieu, l'argent a une valeur objective. Non, l'argent n'a pas de valeur objective. Tout ça, c'est de la valeur perçue. Un coach qui prend... Il y a des coachs que tu payes 1 million d'euros pour juste parler une journée avec eux. C'est pas que il vaut 1 million d'euros, c'est juste qu'il y a des gens qui ont 1 million d'euros à dépenser et qui trouvent que ça les vaut de parler avec cette personne. C'est pas objectif. À aucun moment ça a été objectif. Il y a pas. C'est une loi d'offre de marché, offre-demande, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est même plus que ça. C'est-à-dire en fait le prix que les gens payent un truc en dit plus sur eux que sur le truc qu'ils achètent. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, moi, je fais de la thérapie ou du coaching, mais je le fais à des tarifs qui sont, grosso modo, les tarifs les plus communs sur le marché, même un tout petit peu plus haut, mais dans la tranche, dans l'ordre de grandeur de ce qu'il y a sur le marché, parce que j'essaye de toucher des gens normaux, en fait. Je sais pas comment dire, mais des gens qui sont actifs et qui ont des problématiques de cet ordre-là, donc des gens qui ont le temps de se poser la question de leur trouble du comportement alimentaire, qui sont pas dans une galère financière qui fait que de toute façon c'est pas la question maintenant, tu vois. Des personnes qui ont suffisamment d'argent pour pouvoir le faire, mais qui sont pas non plus dans une logique de ils veulent un truc miracle, donc ils vont payer 5 000 € pour quelqu'un qui va être Jésus et leur solutionner le truc. Tu vois, des personnes... En fait, le tarif que j'ai n'a rien à voir avec la valeur que moi je considère que je vaux, ou que mon travail vaut, ou que mon temps vaut. C'est pas ça. C'est par rapport aux personnes que j'ai en face, ce que elles vont mettre pour que ça soit juste pour ce qu'elles veulent recevoir. Oui, en fait, elles vont chercher un coach pour travailler sur un truc, et ce sera toi ou un autre coach, et du coup, toi, tu t'adaptes à cette dynamique sociale actuelle, non ? Non, c'est pas trop... Attends, je crois que je m'exprime mal. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que par exemple, admettons, tu vends exactement la même chose, mais tu le vends à 100 €, à 1 000 € ou à 10 000 €. En fait, les personnes qui vont l'acheter à 100 €, les personnes qui vont l'acheter à 1 000 € et les personnes qui vont l'acheter à 10 000 € ne sont pas les mêmes. Donc quand toi, tu fixes ton prix pour quelque chose,
pour un service que tu veux donner, tu vas prendre en compte plusieurs trucs. Tu vas prendre en compte toi, combien tu as envie d'être payé. Genre, je sais pas, mettons 100 euros pour une journée de travail, bah, t'estimes que juste c'est pas respectueux pour toi, que ton temps vaut plus que ça, que, je sais pas, quelqu'un qui bosse à McDo est payé plus, alors c'est pas juste, tu vois, j'en sais rien. Donc tu dis non, ça serait pas juste, donc moi j'ai pas envie. Puis tu te poses aussi la question de, qui j'aurais dans mon audience si je vends ce prix-là. Ou alors qui je vise. Pareil, je sais pas, je veux travailler avec des étudiants, par exemple. Mon domaine, c'est d'aider les étudiants à écrire leur mémoire. Mettons, je suis coach et j'aide les étudiants à écrire leur mémoire. Bah, je vais pas, un étudiant qui écrit son mémoire, si c'est un étudiant lambda qui a une bourse, il peut pas mettre 10 000 euros, tu vois. Donc tu vas pas fixer ton prix à 10 000 euros, tu vas mettre ton prix à un prix qui est adapté à cette personne-là. Et donc, ce que font les coachs, c'est qu'ils essaient de trouver l'endroit qui correspond à combien eux ils ont envie de gagner pour leur temps de travail, combien ils estiment que c'est juste, et avec qui ils ont envie de travailler. Et combien ces personnes-là, les personnes avec qui ils ont envie de travailler, perçoivent leur douleur, à quel prix, tu vois, genre ils disent bon bah voilà, résoudre. C'est sûr que quelqu'un qui veut résoudre un problème financier, je sais pas, qui veut trouver du travail, il est prêt à mettre plus que quelqu'un qui veut résoudre un problème relationnel. Parce que trouver du travail, potentiellement, ça va lui rapporter de l'argent, tu vois. Enfin, tu vois, il y a plusieurs enjeux, en fait. Donc, quand on me dit, oh mon Dieu, ils prennent beaucoup d'argent, en fait, moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui dit, je comprends pas pourquoi ces gens achètent des Porsche ou des Ferrari, tu vois. Parce qu'en fait, tu n'es pas la cible, gros, en fait. C'est pas à toi qu'on parle, en fait. Toi, oui. Tu es un étudiant qui cherche un coaching à 10 euros de l'heure parce que c'est ce que tu peux mettre et c'est beaucoup d'argent pour toi et ça les vaut et c'est cool, tu vois. Donc, trouve-toi quelqu'un qui fait un cercle de parole, qui fait des cercles d'écriture où tu peux mettre 10 ou 15 euros et que vous êtes 20 et que vous allez vous entraider et c'est trop bien. Et laisse les étudiants de Yale, fils de milliardaires, payer des coachings à 10 000 balles pour se faire aider sur l'écriture de leur mémoire. Enfin, tu vois, genre, ça te concerne pas, en fait. Mais c'est pas les mêmes tranches de population. C'est pas les mêmes gens et c'est pas les mêmes services et tout ça. Et le coaching, le problème, c'est qu'il est arrivé avec une culture en France. Enfin, moi, c'est ma lecture, hein, j'en sais rien, mais c'est que pour moi, le coaching, il est arrivé en France avec une culture américaine où c'était normal de payer ce genre de tarif-là. Et il a été comparé en France avec le métier de thérapeute. Ah oui. Où les gens dépensent en moyenne en France, une thérapie, c'est entre 50 et 80 euros, en gros, ta séance de thérapie en fonction de qui tu vas voir. C'est ça, les tarifs habituels. Quoi? Non, rien. Je sais pas, moi j'ai 2 thérapeutes, j'en ai une que je paye 70 euros et l'autre que je paye 80 euros. Voilà. Il y en a une qui est à distance, l'autre qui est en présentiel. Bon. Il y en a une qui est psychanalyste et l'autre qui est psychologue. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée. C'est des tarifs comme ça. Quand t'as un coach qui arrive et qui dit moi je vais prendre 3 000 euros, les gens sont là mais il a fumé la moquette. En fait, il y a pas de. C'est culturel. C'est pas dans les mœurs, ouais. C'est culturel, c'est juste culturel, c'est pas objectif. Alors que par contre il arriverait et dit moi je vais vous faire une formation professionnelle, je sais pas quoi en entreprise, tu prends 3 000 euros la journée, il y a personne qui bouge un sourcil. Hein. C'est vrai, j'ai un ami comme vois, ça. C'est culturel. Est-ce que ça les vaut? Est-ce que vraiment le type, ce qu'il fait, ça vaut 3 000 euros? Non, c'est pas le sujet en fait. Tu vois, c'est combien la boîte est prête à mettre, combien elle a besoin de dépenser. Les boîtes ont des budgets prévus pour ça. C'est pas le sujet. J'ai un ami comme ça qui intervient dans des entreprises et effectivement il fait des conférences 4 000 euros la journée. Et c'est normal parce que c'est la culture de l'entreprise. Exactement. Et moi, le problème, c'est que le coaching, pour moi, il est arrivé en France avec une culture plaquée à l'américaine, alors qu'on n'a clairement pas la même culture et c'était pas adapté. C'est tout. Enfin, c'est une de mes grilles de lecture de ça. Donc pour moi, il y a des charlatans probablement dans les coachs, mais comme il y a des médecins qui sont vraiment nuls à chier, il y a des profs qui font mal leur taf. Enfin, mais ça, c'est commun. Il y a des femmes de ménage qui laissent ton appart en porcherie. En fait, il y a deux choses. C'est que, premièrement, souvent, il y a une confusion diplôme-compétence qui font qu'il y a une croyance qui est si quelqu'un a un diplôme, alors il est compétent. Ça, c'est une croyance assez naïve et ce qui est souvent fausse. Parce que c'est un raccourci au premier ordre qui peut t'aider, mais c'est vrai qu'il y a des compétences quand tu as un diplôme. Tu as la capacité à passer un examen, à réussir un examen, à apprendre des trucs, etc. Donc c'est ça, mais c'est pas forcément, par exemple, un diplôme de psychologue qui te rend compétent pour aider des gens en thérapie. Parce que quand tu sors d'une fac de psycho, en fait, t'as pas de formation en psychothérapie spécifique. T'as eu des cours vite fait, mais c'est de la théorie. T'as fait des stages vite fait, mais c'est vraiment de la découverte, quoi. Ouais. Et du coup, tu n'es pas un thérapeute compétent en sortant de la fac. C'est pas vrai. Alors que souvent, il y a une croyance qui est ceux qui ont un master de psycho sont plus compétents que les coachs, même si les coachs ont des formations, des compétences, de l'expérience. Et ça, c'est faux parce que le diplôme ne fait pas la compétence. Mais après, il y a aussi cet enjeu de
En fait, un des facteurs les plus importants dans l'accompagnement, que ce soit le coaching et la thérapie, je pense, c'est le facteur humain, c'est l'alliance thérapeutique, c'est la relation. Et à ce niveau-là, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour créer des liens de qualité avec leurs patients, avec leurs clients. Et tu vois, il y a ce truc de, par exemple, on oppose les coachs aux psychologues, par exemple, mais il y a aussi l'enjeu des psychopraticiens, des thérapeutes qui n'ont pas de diplôme et qui sont thérapeutes quand même. Et en fait, c'est pareil. Moi, je connais des psychopraticiens qui sont bien meilleurs que certains psychologues diplômés, qui sont extrêmement brillants, etc. Pourtant, ils n'ont pas de validation d'état, en fait. Mais la compétence et leur capacité à aider les gens, elle est réelle. Et du coup, je crois que c'est pareil avec l'enjeu du coaching, c'est que on a cette, dans les milieux sceptiques, souvent il y a cette espèce de fétichisation de l'université comme étant un repère sécurisant, qui fait que parce que il y a l'État qui certifie des compétences, alors ça va, je suis en sécurité, je peux faire confiance et du coup je peux arrêter d'avoir peur, quoi. Et je crois que cette question du coaching, enfin cette critique du coaching par les sceptiques notamment, c'est cette idée de on a besoin d'un cadre qui assure qu'il y a de la sécurité, qui assure que c'est pas des charlatans, même si charlatan c'est un concept qu'on peut discuter. Et j'ai l'impression qu'il y a en gros une volonté de se raccrocher à quelque chose de sécurisant, à un repère, et le repère sécurisant souvent c'est le diplôme. Alors qu'en fait, premièrement, il y a des gens diplômés qui ne sont pas compétents et qui font du mal à beaucoup de gens. Moi, si vous saviez ce que j'entends de certaines structures de la santé mentale avec des psychiatres et des psychologues, mais qui sont tellement maltraitants que j'ai envie de tout cramer quand j'entends ce qu'ils font. Et du coup, alors que je connais des psychopraticiens et je connais des coachs qui sont brillants, ok, ils ont pas un master de psycho machin, pas encore, etc. Mais en tout cas, il y a un niveau. Enfin, j'apprends beaucoup de certaines personnes comme ça qui sont coachs, etc. Ça nourrit ma pratique. Je fais des groupes de psychoéducation à partir de contenus de gens qui sont coachs en fait. Et du coup, il y a une décorrélation à faire entre la compétence à aider les gens et les validations de l'État, quoi. Même si ça peut être corrélé, ça peut aussi être décorrélé, quoi. Et pour moi, il y a un double effet. Il y a ce que tu dis là, qui fait que les milieux sceptiques réagissent comme ça, c'est cette espèce de fétichisation du diplôme. Puis il y a par-dessus le fait qu'il y a un échange d'argent. À partir du moment où il y a de l'argent, les gens s'imaginent qu'il y a arnaque, il y a charlatanisme, tu vois. Alors, en plus, si les sommes sont élevées ou semblent élevées pour la culture, il y a vraiment ce truc de « Oh mon Dieu, charlatan ». Alors que échange d'argent ne veut pas dire j'essaie de te la mettre à l'envers, en fait. C'est sûr. Mais bon, je peux comprendre après. En fait, je pense qu'il y a aussi cette idée que il y a un conflit d'intérêts, mais ça c'est commun aux coachs et aux thérapeutes, il y a un conflit d'intérêts entre gagner de l'argent et aider quelqu'un. Parce que si tu es payé en aidant quelqu'un, bah t'as intérêt à ce que la personne... Enfin, la croyance, c'est tu as intérêt à ce que la personne continue à te payer, et donc faut pas trop l'aider, parce que si elle va mieux, elle te paye plus, en fait, et elle s'en va. Mais est-ce qu'on a ça avec les profs et les médecins? Les profs particuliers, tu veux dire, par exemple? Ouais, les profs et les médecins, par exemple. Genre, un médecin, il a pas intérêt à ce que tu arrêtes d'être malade, Ah. et le prof d'anglais, il a pas intérêt à ce que tu parles bien l'anglais, parce qu'après, tu vas arrêter de le payer, tu vois. C'est ça. Genre, pour moi, c'est un peu paranoïaque, effectivement. Enfin, c'est-à-dire, en fait, pourquoi dans notre métier, on nous dit ça, quoi, genre, je suis là, mais... Et puis surtout, il y a la réputation. Puis les gens qui disent, ah, mais si tu voulais vraiment aider, tu ferais pas payer. Je dis, mais non, je vais devoir faire un métier 8 heures par jour. Si je voulais pas aider, bah, je ferais un métier pas dans l'aide. Enfin, je veux dire, non, mais oui, bien sûr. J'ai choisi ce métier-là parce qu'il faut que j'en fasse un. En fait, c'est juste une peur. Et j'ai envie d'aider, donc j'en fais un qui aide, tu vois. Mais tu dirais pas ça à un prof, tu dirais pas, mais si t'avais vraiment envie, si vraiment tu t'intéressais aux enfants, si vraiment t'aimais les enfants, tu te ferais pas payer pour ça. Oui, tu serais bénévole. Tu serais prof de maternelle sans te faire payer. Je comprends pas pourquoi tu acceptes ton chèque à la fin du mois. C'est absurde. Mais c'est quand l'argent est perçu comme quelque chose de sale, quoi, en gros. Mais c'est exactement ce que je disais. À partir du moment où il y a échange d'argent, il y a j'essaye de te la faire à l'envers. Alors que non, moi, j'essaye au maximum de travailler avec des gens qui sont heureux et qui peuvent, et pour qui c'est joyeux de payer la somme et qui sont contents d'investir sur leur santé mentale. Et puis, je crois même de façon purement pragmatique, l'un des aspects fondamentaux, je pense, des soignants, des thérapeutes, des coachs, c'est leur réputation. Le bouche à oreille, en fait, c'est est-ce que cette personne est capable d'aider des gens et est-ce que les gens qu'elle accompagne vont mieux et sont satisfaits, en fait. Et effectivement, si tu exploites des gens en prenant leur argent sans les aider, bah en fait ça va se savoir au bout d'un moment, ça va se voir. Et du coup en fait tu passes pour un incompétent, quoi, en fait. Ouais. Enfin je pense. Hein. Ouais, j'espère. Enfin moi j'entends en tout cas il y a des thérapeutes que je connais par exemple où je vois bien qu'en fait
quand je dois récupérer la petite cuillère des patients qu'ils ont eu avant et que c'est moi qui dois après récupérer les dégâts, en fait, je vois bien que ces gens-là, en fait, finissent par avoir une réputation qui est ternie. Ouais. Parce que on voit l'arbre à ses fruits, et parfois les fruits, c'est de la merde, en fait. Et donc, ça, c'est peu importe le corps de métier, quoi. Ouais. Est-ce que toi, tu as des indices, des repères, des heuristiques pour repérer si quelqu'un est un bon coach ou un mauvais coach? Est-ce qu'il y a des grandes généralités ou est-ce que ce serait ça dépend de chaque personne? Alors attends, j'ai quoi comme info pour pouvoir déterminer toi, si c'est un comment bon tu coach? fais? Genre, si moi je te dis, voilà, moi je veux me faire coacher, est-ce que cette personne-là, tu penses qu'elle est bien ou pas bien? Comment tu fais pour savoir Et j'ai jamais parlé avec elle, genre je Ouais, peux pas. parler avec elle ou pas? Non, tu connais pas le coach. Est-ce qu'il y a des repères? Je peux pas, c'est la même chose qu'un médecin, genre je sais pas tant que je suis pas allé le voir s'il est bon ou pas. Tu t'y prendrais comment si est-ce que tu vas stalker son LinkedIn, tu fais quoi? Si tu veux évaluer quelqu'un. Là, j'irai voir s'il crée du contenu, j'essaierai d'écouter ce qu'il dit. Ok. Déjà. Et en tout cas, les infos que je chercherais, c'est... Enfin, en vrai, non, je prendrais juste un rendez-vous avec lui, en fait. Je prendrai un rendez-vous avec lui. Et si tu peux perdre la somme de la première séance... Pour évaluer, quoi. Pour évaluer, tu prends rendez-vous avec lui. Un coach qui te dit je sais ce qui est bon pour toi, ou en substance il te dit ça, je vois exactement ce qu'il faut pour toi. Ou un coach qui te dit, qui te donne des conseils, qui te dit non sollicité, j'entends parce que des fois ça va peut-être t'arriver de te dire ok là je vois bien que tu me poses des questions de coach, mais j'aimerais juste que tu me dises toi de ce que tu sais de moi, qu'est-ce que tu penses de ce que je devrais faire. Et moi quand j'ai un coaché qui me demande ça, ça m'arrive de répondre. Si je pense que c'est au service, si je pense pas que c'est au service, non, mais en général je pose quand même la question juste avant de... Je veux bien te répondre et te dire moi ce que j'en pense, mais avant je veux que tu me dises pourquoi tu as besoin de savoir ce que j'en pense. Qu'est-ce que ça t'apporterait de savoir ça? Qu'est-ce que tu veux faire de cette information? Puis après je partage et puis souvent elle remarque que je suis pas elle et que du coup cette information ne sert à rien. Mais donc quelqu'un qui te dit justement comme cette information ne sert à rien, quelqu'un qui te dit moi je pense que tu devrais faire ça, ça ou ça. Pour moi c'est pas un bon coach. Quelqu'un qui tient pas son timing ou à la fin en fait le temps c'est n'importe quoi, tu sens que voilà qui parle, tu peux pas en placer une, enfin c'est pas un bon coach, tu vois. Enfin des choses comme ça, mais ça c'est un peu caricatural, mais Non, mais c'est déjà des repères. c'est des repères, ouais. J'essaierai de voir si la personne elle sait écouter, si elle sait poser des questions, si elle sait ne pas projeter ses propres visions et si elle est pas dans le conseil non sollicité. Et est-ce qu'elle cadre une séance? Est-ce que la séance elle commence, elle termine et tu te sens cadré et porté genre t'es pas en charge quoi, c'est pas toi qui est... Tu te sens porté par l'autre. Parce que je pense, tu vois, c'est un peu comme les gens qui ont vécu un burn-out ou qui ont fait une dépression et qu'après ils se redirigent dans des activités de type, des activités New Age ou tu vois, de la thérapie un peu énergétique, etc. Parfois, c'est des gens qui font ça pour de bonnes intentions, mais qui en fait le font depuis un espace de peur, depuis un espace de trucs qui sont pas réglés, quoi. Il y a des personnes qui vont se lancer dans des cursus de relations d'aide, etc., sans forcément le faire pour des bonnes raisons. Et du coup, la question que je te poserais, c'est justement, ce serait quoi les conseils que tu donnerais à une personne qui envisage de devenir coach, de se lancer là-dedans, et du coup, dans quel cas ce serait une mauvaise idée de vouloir faire du coaching, et dans quel cas ce serait une bonne idée? Ok. Alors, du coup, je vais faire le lien avec, justement, parce que j'ai eu un des trucs qui, du coup, va répondre aussi à ça, mais qui m'est venu, qui est assez important, c'est, je me méfierais, et c'est assez répandu dans le coaching, beaucoup moins dans la thérapie. Je ne sais pas pourquoi il y a ça dans la culture du coaching. Et en plus, je me rends compte qu'avec mon parcours, vous êtes peut-être dit ça, alors que c'est pas le cas. Mais les personnes qui disent, voilà, j'ai eu un burn-out, donc je peux t'aider sur les burn-out. J'ai arrêté de fumer, donc je peux t'aider à arrêter de fumer. J'ai eu de l'hyperphagie, je peux t'aider à arrêter... Enfin, ça, pour moi, ça serait un vrai red flag dans une première séance de coaching. De penser que parce que ça veut dire que la personne qui est en face, elle pense que parce qu'elle a résolu le problème pour elle, elle peut le résoudre pour toi. Ce qui est complètement faux. Moi, j'ai déjà coaché des personnes qui ont arrêté de fumer alors que j'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. C'est pas une question de toi ou t'es. La seule différence, c'est que le fait que j'ai connu l'hyperphagie, les personnes vont se sentir plus proches de moi et plus en confiance pour pas que je les juge parce qu'elles savent que moi je l'ai fait aussi. Donc c'est le seul avantage que ça a. Mais en soi, c'est pas parce que moi j'ai résolu un truc pour moi que je peux le résoudre pour l'autre. En fait, c'est pas ça qui fait que je peux le résoudre. C'est les outils que j'ai appris entre-temps. C'est juste que parce que je l'ai connu, j'ai eu envie de faire ce métier. Je vais te donner encore mon exemple du cordonnier. Tu deviens cordonnier parce qu'un jour t'as un trou dans une chaussure. Mais c'est pas parce que un jour t'as eu un trou dans une chaussure et que t'as réparé ta chaussure que tu sais réparer toutes les chaussures en fait.
il a fallu que tu apprennes à devenir cordonnier. Il a fallu que tu fasses des études ou une formation, que tu aies des années de pratique et maintenant tu sais réparer les chaussures des autres. Mais en fait, tout a commencé avec ta chaussure trouée. Tu vois. Ouais, tu l'as super bien dit, j'ai pas grand chose à ajouter. Donc, pour en revenir à ta question, du coup, qu'est-ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut devenir coach? Bah, c'est de pas faire cette erreur fondamentale déjà, de pas penser que parce que toi, t'as résolu un truc, c'est universel. C'est universel. Commencez par pas faire cette erreur-là. Mais par contre, si cette douleur-là était super importante pour toi et t'es heureux de l'avoir résolue dans ta vie et que t'as envie d'aider d'autres gens à la résoudre aussi, bah renseigne-toi sur ce qui existe pour résoudre cette douleur, mis à part ce que toi t'as fait. Tu vois, qu'est-ce qui existe d'autre? Et après, pour te former, bah, le problème c'est que je suis très emmerdée de pas pouvoir recommander des bonnes formations de coach, en fait. Bah, ce qui est déjà bien, c'est que tu peux parler de ce que toi t'as fait, de ce que tu y as trouvé et des limites que tu y vois. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, tu parles de ce que tu connais, quoi. Moi, je dirais quand même, fais une formation certifiante ICF, parce que c'est ce qui te donnera, en tout cas, une légitimité institutionnelle, j'ai envie de dire. Mais juste ne crois pas que c'est suffisant et ne te restreins pas à ce truc-là, en fait. Va chercher auprès de... Moi, je dirais, fais à l'ancienne, en fait. Quand il n'y a pas une formation pour un truc, tu vas voir des gens dont c'est le métier et ils t'apprennent, en fait. En gros. Comme les gens qui font des stages, des apprentissages. Ouais, c'est ça. Donc, fais ta formation de coach en choisissant une qui est certifiée, voilà, et une qui te parle, qui est dans ton budget, parce qu'en fait, il y en a pour tous les budgets, du coup. Et ensuite, va dans des groupes de supervision, va dans des groupes de pratique, va toi-même voir un coach. Trouve-en un qui veut bien revoir tes séances, qui veut bien travailler avec toi sur ton cadre, sur tes programmes, si tu crées des programmes avec des accompagnements en groupe ou même en individuel, mais qui... Ça demande quand même vachement d'autonomie, ce que tu dis. Il faut être suffisamment à l'aise pour s'autoriser à être proactif, pour être autonome dans le choix du coach, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auront besoin d'être rassurés en se référant à une institution, en fait. Parce que tout seuls, ils se sentiront perdus, quoi. Ou attends 10-15 ans et j'essaierai de faire en sorte qu'à l'université, il y a un master de coach. J'allais te poser la question tout à l'heure, est-ce que tu crois que les psychologues et les psychothérapeutes devraient s'intéresser au coaching pour acquérir des outils de coaching pour leur pratique? Tu vois, genre, est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte de fusion des deux métiers pour une sorte de méta-métier qui intégrerait à la fois la thérapie, le travail sur le passé, et éventuellement le coaching et le travail sur le présent En fait, je pense qu'il n'y en a pas besoin parce qu'en fait, c'est déjà le cas, c'est pas nommé. C'est déjà le cas, c'est-à-dire? Je pense que les gens qui font de la TCC, en fait, ils font du coaching. C'est juste que c'est pas nommé. Enfin, il n'y a pas besoin. Il y a pas besoin de créer cette place-là parce qu'en fait, les thérapeutes n'en ont pas besoin, tu vois. Les thérapeutes tels que c'est pratiqué en France. Par contre, ce qui serait utile, c'est d'avoir une formation de coaching à l'université, notamment pour tout ce qui est orientation professionnelle, bilan de compétences, tout ce qui est RH. C'est vrai que là, mon Dieu, mais c'est une quelle horreur. catastrophe. Ça, c'est fait par des psys qui se retrouvent à faire des bilans de compétences. C'est une catastrophe. Ça ne sert à rien. C'est des coachs, en fait, qui doivent faire ça. C'est des coachs qui devraient faire ça. Mais sauf que, historiquement, les gens formés à la TCC, ils ont même pas conscience que ça a un rapport avec le RH. Enfin, c'est pas les mêmes gens, en fait. C'est pas les mêmes cultures. Donc, avoir un master de coaching permettrait ça. Avec différentes... Moi, j'aimerais bien qu'il existe un master de coaching où t'as une option qui est orientée santé mentale, donc où tu travailles avec le thérapeute, et en fait, t'es thérapeute TCC finalement, mais ou ACT, mais tu travailles avec un psychologue, main dans la main avec le psychologue, ou tu es plutôt un parcours orienté entreprise, management d'entreprise, gestion des conflits en entreprise, tout en ayant la conscience de oui, il y a des objectifs, il y a des chiffres à remplir, etc. Mais il y a de l'humain au milieu. Enfin, pour moi, le coach pourrait faire ça. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un trou dans les formations parce que le métier de coach est stigmatisé. Après, il y a un truc qui se rapproche un peu de ce que tu viens de dire, c'est les psychologues du travail, qui justement bossent en entreprise pour fluidifier les dynamiques et tout, mais ils ont pas les outils. Ouais. Disons que j'ai l'impression qu'il y a dans le coaching, il y a une dimension autour de la dynamique, autour du mouvement. Ouais. L'action, en fait, on met en action surtout. C'est très... Le coaching, ça sert à agir. Ouais. Là où la thérapie, pas forcément. Ouais.
Mais c'est pour ça que je suis pas sûre que ça existera un jour, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment un besoin, c'est juste que c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes mots, mais en fait, les compétences, elles sont là, elles sont juste diluées dans d'autres trucs, quoi. Donc je sais pas si... Moi, j'aimerais bien que ça existe, parce que ça clarifierait pas mal de trucs, mais bon... J'ai déjà des psys qui m'ont dit, oui, bah, je suis coach, pour certaines personnes, je suis coach, en fait. Hein. Je le dis pas, ils viennent voir un thérapeute, mais en fait, c'est du coaching que je fais. Ouais. Ah oui, parce que c'est ça, il y a un truc, c'est que parfois le coaching, vu que c'est mal vu, les gens ne veulent pas voir un coach, et du coup ils se racontent qu'ils veulent voir un thérapeute. Ouais. Et il y a l'inverse aussi, il y a des gens qui se racontent qu'ils sont pas malades et qu'ils ont juste besoin d'un petit coup de pied aux fesses et ils vont voir un coach, parce qu'en fait, ils sont en dépression, en fait. Ouais. Tu fais, non, mon coco... En fait, il y a des mots-clés comme ça qui font que les gens ils ont peur, quoi. Moi, je suis pas fou, je vais pas faire de la thérapie. C'est ça, je suis pas fou, ouais, c'est exactement ça. C'est je suis pas fou, moi je vais bien, je vais aller voir un coach, j'ai juste besoin d'un peu de motivation. Ouais. Et de me sortir de ma zone de confort. T'as des mots comme ça. D'arrêter de procrastiner, tous ces mots-là. Ça, c'est des mots de coaching, des mots-clés. Et puis... C'est la forme. Mais en fait, derrière, quand tu vois quelqu'un qui dit, bah, je me lève le matin, j'ai déjà pas d'énergie pour aller prendre ma douche, je fais, oui, bah, on va pas te sortir de ta zone de confort, là. On va essayer de déjà te faire que tu reposes ton corps. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu te racontes. Et en fait, ça, c'est des personnes qui sont embrumées et qui ont des pensées très désagréables toute la journée. On va pas les coacher là-dessus. Enfin, ça n'a pas de sens. T'as dit que les TCC, c'était du coaching, quelque part. Ouais. Tu penses qu'ils seraient d'accord avec toi ou pas, les thérapeutes TCC? Et pourquoi ils seraient pas d'accord? Je sais pas tous, je pense. Parce que ce que tu dis, ça me fait écho. L'autre jour, j'ai fait le niveau 2 en EMDR, là, à Paris. Et la formatrice, elle disait, mais en fait, les TCC, c'est l'équivalent de la phase 2 en EMDR, c'est-à-dire la stabilisation, en fait. On va travailler sur la capacité du patient à se sentir en sécurité, à pouvoir accepter de ressentir des émotions, sans forcément partir en live, soit en inhibition ou en hyperactivation. Et en fait, les TCC, ça sert à ça. Ça sert à aider la personne à être plus fonctionnelle dans son rapport à ses croyances, à ses émotions, à ses comportements, etc. Et du coup, je trouvais ça intéressant qu'on puisse faire des liens entre les différentes thérapies et où on peut comprendre différents stades. Enfin, où est-ce que la personne elle en est dans un processus thérapeutique. Est-ce qu'elle en est sur pouvoir se sentir en sécurité dans le présent avec un thérapeute? Déjà, c'est pas toujours gagné. Ouais. Et est-ce qu'elle en est sur, est-ce que je vais aller retraiter des traumas, des trucs hyper violents, mais où je me sens suffisamment en sécurité dans le présent pour aller chercher ce truc-là et le décharger? Ou est-ce que ça, c'est réglé, et du coup, j'en suis plutôt à modifier des choses dans ma vie, dans mon présent, pour ensuite aller dans le futur. Et c'est encore un autre stade, quoi. C'est ça. J'ai déjà entendu des psychologues spécialistes des TCC dire que oui, ça se rejoint, etc., et que c'est la même chose, mais je pense pas qu'ils le diraient forcément à tout le monde, tu vois. Et en tout cas, il y a beaucoup de... Enfin, dans les milieux de TCC, Thérapie Act, je crois qu'il y a une sorte de melting pot entre thérapeute et coach. En fait, ils s'en foutent un peu. Les formations sont un peu pour tout le monde, pour tous ceux que ça intéresse. Contrairement à certains trucs plus spécifiques qui sont restreints à certains corps de métier. En fait, encore une fois, c'est vraiment culturel. Il y a des trucs d'ego, en fait, on prend trop au sérieux tous ces titres-là. Alors, ils sont utiles pour baliser. Hein. On n'a fait que ça, là, essayer d'utiliser le langage pour essayer de baliser, savoir quoi voir. Et c'est utile pour comprendre, mais je pense qu'il y a un certain stade quand on travaille quand on parle entre personnes qui accompagnent des gens. En fait, c'est assez peu important de savoir si c'est du coaching, si c'est... Oui, c'est juste des repères. C'est juste que ça... La question, c'est quels sont les outils. Moi, j'ai vu des outils de personnes qui accompagnent en TCC où je dis, je fais exactement la même chose. Genre, tu nous fais une échelle de... Par exemple, je travaille beaucoup avec l'échelle de la faim. Bon, à l'échelle de la faim, j'ai déjà vu des thérapeutes TCC qui l'avaient pondu aussi. Enfin, qui est arrivé à la même conclusion que moi. Tiens, c'est ça qu'il faut donner comme outil, quoi. Je dis, oui, mais on a pondu le même outil en partant. En fait, moi, c'est ce que je constate. Tu vois, je me forme à plein d'approches thérapeutiques au fil du temps. Et je constate qu'en fait, ce qui marche, c'est le point commun entre les différentes approches. Tu vois, travailler sur les émotions du passé, toutes les approches de qualité font ça, en fait, que ce soit le NDR, l'IFS, la CNV, en fait, on fait tout ça parce que c'est ça qui marche, en fait. Et tu vois, moi, j'ai découvert que tu faisais de l'acte, tu l'as pas dit, t'as jamais dit ça dans tes vidéos, mais je le vois, parce que je reconnais les outils, je reconnais les trucs, et du coup, c'est ce que je fais aussi. Je le dis pas parce que je vais me faire défoncer par les gens qui sont thérapeutes, ils disent, t'es pas psychologue, tu peux pas faire ça. Ouais.
Ouais, en fait, ils Et je m'en défendent fous, leur enfin. précaré. C'est pas le sujet. Enfin, c'est pas que je m'en fous, genre, je m'en fous pas de faire des trucs que j'ai pas le droit de faire, hein, c'est pas ça que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas important de savoir à quel champ ça appartient. Ce qui est important, c'est de savoir que tu le fais bien et que c'est au service de la personne que t'accompagnes. Ouais. Et que tu fais correctement les choses, quoi, c'est tout. Disons que une certification ou un truc comme ça apporte de la sécurité, ça apporte un repère, mais en fait, ça reste possible d'utiliser ces outils Pas suffisant. hors cadre, mais de les utiliser bien, à condition effectivement de tenir l'espace, d'avoir une éthique, d'avoir C'est une ça. posture, une alliance thérapeutique de qualité. Enfin, il y a des gens qui font des très bons travail, alors qu'ils n'ont pas forcément ce repère sécurisant. Et encore une fois, d'autres qui ont ce repère, mais qui font de la merde. Yes. Est-ce que tu peux coacher n'importe qui, s'il est motivé, qui sait ce qu'il veut, ou est-ce qu'il y a des problématiques où tu as le sentiment que c'est pas possible, que tu dois rediriger, et du coup, je sais pas. Alors, je vais peut-être pas répéter ce qu'on a déjà dit, Ouais, donc oui, parce que il tu en faut as qu'il déjà soit parlé en tout à bonne l'heure. santé mentale, mais je peux pas coacher n'importe qui au sens, je peux pas coacher surtout sur n'importe quoi. En fait, on coach que sur des sujets qui dépendent de la personne. T'as un exemple de sujet où tu pourrais pas m'accompagner, par exemple? Alors, attends, faut que je trouve un truc qui te concerne. Non, mais moi, ou n'importe Un qui, truc, tu vois. des trucs où je peux pas accompagner, tu peux pas, je sais pas. Est-ce que tu pourrais m'accompagner pour me faire du mal si je veux me faire du Ah oui, mal? non, mais ça c'est encore autre chose. Ça, Alors ça, attends, ça, ça ça c'est leur une dit- autre raison. Attends, je bois un coup parce que j'ai plus de salive. Alors, Je suppose qu'il y je a... peux pas coacher quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui viendrait me voir et qui me dirait, je voudrais me coacher pour et là il me dit voilà que mon père arrête de faire ci ou ça. Et il y a vraiment des gens qui font ce genre de demande. Hein. Je veux un coaching pour que mon père arrête de me parler de cette manière. Je voudrais du coup que tu m'apprennes à faire en sorte que mon père arrête de faire ça. Ou je voudrais que tu m'apprennes à je voudrais un coaching pour je sais pas devenir athlète dans je sais pas quoi alors que t'as 25 ans et que t'as jamais fait de je sais pas tu veux devenir faire de la course à pied, t'as jamais couru de ta vie. Enfin tu vois genre en fait on ne peut pas coacher quelqu'un sur des choses qui ne dépendent pas de ses comportements. Et déjà ça fait un bon tri. Il y a énormément de gens qui te demandent des choses où t'es obligé déjà de les amener à voir qu'en fait je peux pas te coacher à la paix dans le monde, tu vois. Genre, c'est pas possible, ça ne dépend pas de toi. Je peux te coacher sur la partie qui dépend de toi, mais ça va pas te plaire. Parce que du coup, toi, tu me demandes un résultat qui t'est pas accessible. Le coup du coacher pour que mon père arrête de faire ci ou ça, c'est un truc que j'ai eu réellement là, il y a pas très longtemps. Donc, c'est ça que j'ai en tête. Après, je trouve d'autres exemples, mais pas typiquement coacher à être mince. Ça, par exemple. Je suis con, j'aurais pu donner ça dès le début, j'y ai pas pensé. Je veux que tu me coaches à devenir mince. En fait, le truc, c'est que ça ne dépend pas que de toi. Ça dépend de ta physiologie. Je peux te coacher, par contre, à être régulière dans ton sport et à manger sainement et à te préparer tes meal prep pour que tous les midis, tu ailles au travail avec une box avec ta lunchbox remplie de trucs sains pour ta santé. Ça, je peux. Mais je peux pas te coacher à devenir mince, en fait. Puis je suppose qu'il y a des gens qui voient dans le coaching l'occasion d'être dans la fuite, dans l'évitement. Oui. Et du coup, toi, ton job, c'est de voir ça et de le pointer, quoi, non? Oui. Et après, je peux pas coacher des gens où moi, alors, ça c'est un peu différent, mais moi je peux pas coacher des gens où moi-même je crois pas qu'ils sont capables d'aller là où ils me demandent d'aller. Parce que ça va, même si je vais jamais leur dire, je sens que ça va transparaître dans mes questions, que je vais avoir beaucoup de mal. Moi, il va falloir, déjà ça va être très désagréable comme séance parce que moi-même j'ai envie de prendre du plaisir dans mon métier, donc il va falloir que je m'auto coach moi-même en fait sur non mais en fait je ne sais pas ce que cette personne est capable de faire ou pas, c'est pas à moi d'en juger, etc. Donc je coach que des personnes où moi-même je sais que je crois au fait que ce qu'elle me demande c'est tout à fait possible pour elle. Faut que ça ait du sens pour toi en fait, ce qui se passe. C'est ça. Il y a une question. Alors il y a aussi la question du sens, mais déjà le fait que moi je crois en la personne, c'est complètement subjectif et je sais que c'est subjectif. C'est pour ça que quand c'est pas le cas, je préviens toujours les personnes en première séance. Je leur dis écoute, tu me demandes un coaching sur le thème, on va voir, on va passer le temps ensemble et je te demande de faire la même chose que ce que moi je vais faire. Ce que moi je vais faire, c'est que je vais t'écouter et je vais voir comment je me sens dans la relation. Est-ce que je suis en confiance? Est-ce que je me sens de t'accompagner? Est-ce que j'ai pas peur de te poser des questions et de te blesser? Ou est-ce que j'ai pas peur que tu comprennes mal quand je te parle parce qu'en fait je constate que tu comprends pas bien ce que je dis pour X raison. Et toi pareil, pose-toi la question, est-ce que tu te sens libre de me parler? Est-ce que t'as
T'as peur de me dire des choses? Ou est-ce que t'es en sécurité dans ce truc-là? Et je leur dis, c'est possible qu'à la fin, on décide de pas travailler ensemble. Et ce sera ni la faute de l'une, ni la faute de l'autre. Je dis, au féminin, c'est souvent des femmes. Je dis, moi, je connais plein de copains, de coachs, de psy, d'amis vers lesquels je peux te rediriger, qui sont super et qui sont peut-être bien pour toi. Mais je t'accompagne pas si on sent que c'est un métier humain, en fait. Donc, si ça passe pas, ça passe pas. Et c'est pas grave. Ça veut pas dire que t'es pas coachable, ça veut pas dire que ton truc, c'est pas super ton projet. Ça veut juste dire que ça peut pas être avec moi. Ou ça veut pas dire que moi je suis pas une bonne coach, ça veut dire qu'en fait tu le sens pas. Genre t'adores mes vidéos, mais en fait là quand tu m'es en face, bah t'es tellement impressionné que t'as envie de me dire les trucs que tu crois que j'ai envie d'entendre parce que t'as regardé toute ma vie et du coup tu crois que j'ai des attentes et t'arrives pas, tu sais que non mais t'arrives pas à en sortir. Bon coach pas avec moi en fait, je suis pas la bonne personne. C'est intéressant ça. Ça veut dire qu'en fait ton intention c'est de trouver ce qui va aider la personne et pas juste de lui prendre son argent contre ton temps. Et qu'en fait, si tu vois dans la relation que ce serait mieux qu'elle soit accompagnée par quelqu'un d'autre, tu vas la rediriger vers un autre coach qui va faire la même chose que toi, mais où ce sera plus ajusté. Exactement. Et donc du coup, l'enjeu, c'est pas juste avoir un max de clients, machin, c'est avoir des personnes avec qui tu fais un travail qui a du sens pour toi et pour eux, quoi. Quitte à ce qu'il faille rediriger si c'est ce qui a du sens. Ouais. C'est intéressant. C'est marrant parce que ça m'arrive beaucoup plus de rediriger quand c'est du bouche à oreille que quand c'est des personnes qui suivent mon contenu, parce que ça fait du tri tout seul en fait. Oui, bah ils sont, ouais, je me doute. Mais voilà. Et donc ça c'est un des trucs, c'est qu'il faut que moi je sente que mon style de coaching en fait va vraiment aider la personne. Il y a des personnes qui me disent moi j'ai besoin de quelqu'un qui me rentre vraiment dedans, qui me dit mes 4 vérités. Je fais je suis pas la bonne personne. Ah ouais? Ah non. Tu peux pas adapter un peu Je peux adapter un peu, mais quelqu'un qui arrive comme ça, qui a vraiment besoin d'être ce coach, je suis pas la bonne personne. Moi je suis enrobante en fait. Oui, je suis plutôt quelqu'un de sécurisant, d'enrobant, etc. Il faut un coach de type 8. Je suis pas, enfin il y en a des fois ils me disent ouais mais toi en fait genre c'est jamais grave si je fais un truc pas bien tu me diras toujours que j'ai fait de mon mieux, ça me va pas, je voudrais que tu me oui bah c'est parce que en fait c'est ce que je pense en fait, je vais avoir du mal à te violenter, enfin moi tu vois je considérais que c'est violenter la personne alors que non, pour elle c'est de l'amour, mais c'est juste je suis pas la bonne personne. Donc je vais faire attention à ça. Ça va être une raison pour laquelle je coach pas. Donc c'est si je crois pas en la personne, je me dis non mais lui il va jamais y arriver, son projet c'est de la merde, j'ai rien compris. Si moi j'ai ce genre de jugement, je peux passer soit 8 heures à me coacher moi-même sur mes jugements, soit me dire en fait ça va se sentir et ça va pas être à son service, autant qu'il aille voir quelqu'un qui croit en son truc. Et donc je vais rediriger vers quelqu'un qui croit en son truc. Ou alors la personne me demande un truc que je considère que c'est pas éthique. Et ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, une nana qui m'a dit je veux que tu me coaches pour que je reste chez... Enfin en gros elle est battue par son compagnon et elle a un enfant. Elle voulait que je la coache pour qu'elle reste jusqu'à la fin de l'année scolaire pour pas changer son enfant d'école et qu'elle parte et qu'elle quitte son mari à la rentrée. Et je lui dis je peux pas te coacher sur être ok. En fait ce qu'elle voulait c'était que je la coache sur le fait d'être ok avec ce qu'il fait quoi, genre que ça soit pas douloureux, c'est-à-dire que ok si jamais il la tape elle a de la douleur physique mais qu'elle ait pas en plus la douleur psychique etc et qu'elle soit sereine avec ça, qu'elle arrête d'avoir peur de lui, c'est ça qu'elle voulait. Je fais je peux pas en fait, je peux pas te coacher là-dedans en fait. Parce que moi je considère que c'est pas éthique, déjà j'en suis pas capable honnêtement. Pour le coup c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait on est littéralement en train de manipuler les pensées de la personne, c'est-à-dire que il existe un monde, et je sais la puissance du coaching, donc je l'ai vu, il existe un monde dans lequel il est tout à fait possible pour cette femme d'être très heureuse dans un couple où quelqu'un le bat, en fait, là-bas, en fait, où elle se raconte que non, mais c'est normal, parce que je l'ai mérité, parce que machin, et en fait, psychologiquement, elle va bien, c'est possible à court terme de faire ça, avec du coaching. Oui, à court terme. Oui, à court terme. Parce qu'il y a de l'addition derrière. Oui, bien sûr que ça marche pas pour sa santé générale, enfin, je la foutrais très en danger si je faisais ça. Mais justement, c'est ça qui me fait peur, c'est que je sais que c'est possible en tant que coach, je vois ce qui est possible. On peut faire, c'est comme ça que les gens sortent dans des sectes. Enfin, je veux dire, on peut manipuler. En fait, on peut créer des mensonges réalistes et les gens ils y croient et ça a des effets réels dans leur comportement. Exactement. Et il y a des choses qui changent dans leur quotidien. Et donc, dès que je sentirais un danger à coacher la personne pour sa santé mentale ou moi pour mon éthique, je le ferais pas. Donc, typiquement, ça c'est un exemple. En fait, D'ailleurs, je l'ai redirigé au planning familial et ça lui a pas plu. Je t'en avais parlé de cette patiente parce que je t'avais dit que je pense que j'ai perdu l'alliance avec elle et que du coup, tant que j'étais neutre, elle avait confiance en moi et que là, elle a vu qu'en fait j'avais un avis et à partir de là, j'ai perdu. Et c'est dommage parce que maintenant je me dis merde, elle a même plus de soutien là, mais j'espère qu'elle a fait ce qu'il fallait. Mais
Ouais, t'as fait ce que t'as pu, mais c'est pas toute puissante. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'effectivement, le coaching peut être utilisé comme un narcotique. C'est un peu comme la CNV, en fait. Si j'utilise la CNV pour éteindre la colère des gens, mais qu'il n'y a rien qui change, Oui. alors, ok, ça marche pour éteindre la colère des gens, mais par contre, ça change pas le problème, en fait. Ça va juste le repousser. Et, exactement. effectivement, on peut utiliser le coaching pour peut-être augmenter la tolérance des gens à la souffrance, à la douleur, même peut-être créer du masochisme et une jouissance à la souffrance, peut-être, mais à quel prix derrière, quoi, sur la personne à long terme. Ouais. Et après, il y a la question de l'inspiration aussi. De là ? De l'inspiration. Il y a des trucs, ça m'inspire pas de travailler avec ces gens-là. Et du coup, Mais c'est un peu un luxe aujourd'hui de me dire, en fait, j'ai pas trop envie de travailler sur ce sujet-là. Ça va me demander des efforts ou... Genre, je sais pas, je sors de la séance, je suis vidée en énergie, je sais pas, j'étais pas intéressée. Enfin, moi, j'ai aussi envie de passer un bon moment. Hein. Et des fois, je dis en rigolant, j'ai quand même un super métier, quoi. Les gens viennent me raconter leurs potins et je suis payée pour ça, quoi. Genre, ils me racontent leurs histoires de cul, quoi. C'est trop bien. Je comprends. J'en ai qui testent le polyamour et une bonne partie des personnes que j'accompagne aussi qui sont en train d'ouvrir leur couple, ce genre de trucs, et puis ils me racontent des histoires et j'adore. Je m'éclate. Je suis intéressée par ce qu'ils me racontent. Je comprends. Donc voilà, des trucs qui m'inspiraient pas. Et je l'ai déjà fait. Par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure d'avoir accompagné quelqu'un qui voulait arrêter de fumer. Ça, c'était sur recommandation. Une personne que j'avais accompagnée sur l'alimentation. Et cette personne voulait absolument que ce soit moi qui l'accompagne. Et j'ai accepté de l'accompagner. J'aimais bien cette personne. Je passais des bons moments. Mais en fait, ça m'inspire pas énormément d'aider les gens à arrêter de fumer. Parce que c'est pas une douleur qui me touche. Je vois bien que ça l'a aidé et que cette personne, elle est super contente et c'est super. Mais je préfère rediriger vers des personnes qui, eux, sont vraiment animées par cette thématique, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est comme ce que je disais dans je sais plus quelle vidéo, là, j'ai dû en parler dans un épisode de la série sur le pathos, c'est que il y a un lien entre un patient et un thérapeute ou un coach et un client, un lien de sympathie, c'est-à-dire une résonance qui permet aussi de contribuer à l'efficacité de ce qui se passe, quoi. Exactement. Et effectivement, s'il n'y a pas de résonance, peut-être que ça marche moins bien ou c'est moins épanouissant, moins nourrissant, et c'est du coup... Et du coup, je pense que l'inverse est vrai aussi. Peut-être qu'il y a des résonances qui mettent en difficulté le coach, et qui fait que peut-être c'est important de les connaître, ces résonances-là, et du coup de sentir qu'il peut y avoir des trucs qui nous mettent en difficulté et qui nous empêchent de tenir l'espace. Parce qu'on va être envahi par des trucs qui remontent. Enfin, c'est comme la psychothérapie, je pense. Oui, j'allais dire c'est la même chose. Pour le coup, je crois que c'est un peu la même chose comme psychothérapie. Même si peut-être, on peut imaginer que peut-être c'est moins fréquent, puisque en théorie, dans le coaching, c'est davantage un truc basé sur l'action, moins sur le fait d'aller... Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter pour finir ? Un truc que tu aimerais dire qui te paraît important, un mot de la fin ? Non, je crois que le truc que j'ai envie de dire, c'est que de toute façon, que vous choisissiez, enfin, quel que soit le métier d'accompagnement que vous choisissez, j'ai même envie de dire que, je sais pas, un kiné ou un médecin qui va vous suivre, en fait, ne pas négliger la partie de l'humain, parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris, en faisant exactement la même chose avec différentes personnes, quasiment exactement la même chose avec différentes personnes, c'est combien l'alliance thérapeutique est importante en fait dans la guérison quand on parle du coup d'alliance thérapeutique, mais dans le coaching c'est pareil, même si on parle pas de guérison, mais dans le fait d'avancer. Et écoutez-vous en fait quand vous êtes avec un praticien, quel que soit le métier qu'il pratique, si en fait vous le sentez pas, alors que tout le monde vous a dit cette personne est super compétente, je comprends pas, moi je l'adore, vous le sentez pas en fait. Genre si, je sais pas, vous êtes en thérapie depuis 2 ans et que ça n'avance pas et que vous avez l'impression que vous ramez et tout ça, allez juste voir quelqu'un d'autre. En fait, ça peut prendre du temps de trouver une alliance où ça vous fait bouger à cet endroit-là, quitte à revenir vers cette personne à un autre moment où ça résonnera plus. Mais en fait, faites-vous confiance, ne faites pas juste confiance au diplôme ou à la personne qui vous a recommandé, même si c'est un bon point de départ pour choisir de prendre un premier rendez-vous. En fait, c'est beaucoup plus important l'humain et comment vous vous sentez avec la personne et est-ce que vous avancez avec elle, quel que soit le domaine en fait. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Eh ben, merci pour ton temps, merci. C'est très beau de voir le soleil comme ça, c'est très cool. Tant mieux. C'est très agréable en tout cas de filmer dans cet environnement avec les petits oiseaux et tout, ça devait être chouette à écouter aussi en podcast. Avec les sonneries du SAMU aussi, j'ai entendu, ou les pompiers. Ah ouais, t'as entendu? Eux ils entendent parce qu'ils ont un super micro, mais nous pas trop. Ah oui si, il y a un truc que je peux dire, c'est qu'on va filmer aussi, on ne sait pas encore sur quel sujet,
mais vous allez pouvoir retrouver Robin sur ma chaîne, parce qu'on va filmer sur ma chaîne. On n'est pas très sûr du sujet encore, mais on va s'arranger pour mettre ça en ligne en même temps, comme ça, le même jour, vous avez les deux. Toi, tu savais pas, mais en fait, on va s'arranger pour mettre ça en ligne le même jour. Fais confiance à moi, je connais l'algorithme YouTube, c'est ça qu'il faut faire. Ok, ça me va. Ok, bah merci beaucoup, et puis bah merci d'avoir écouté jusque-là, et puis à bientôt pour la suite sur cette chaîne de la playlist sur le pathos, allez voir le travail d'Esther, c'est super intéressant. Parce que là, tu me mets au milieu du pathos, genre ce qu'on a dit, c'est du pathos? Non, c'est ma playlist. J'ai dit ma playlist. Ok. Quoi? Non, rien. Non, je parle de ma playlist. En 9 épisodes, tout ça. Oui. Bon. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.